Bon, et nous revoilà de retour pour entamer notre partie débat avec Jean-Luc Michel, professeur d'université en sciences de la communication, Université de Lyon-Saint-Étienne, directeur du département de communication et auteur du livre interactif L'Égypte des pharaons, qui sera notre sujet principal pour aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis très honoré, enchanté de pouvoir dialoguer un petit peu avec vous et j'espère montrer une partie de l'enthousiasme que j'ai pour ce pays, sans mésestimer ses difficultés et les problèmes en particulier pour le tourisme dont on va sûrement parler. Très bien. Bienvenue sur notre chaîne. Et puis là, ça nous a un peu étonnés. Vous êtes professeur d'université en sciences de la communication. Mais en même temps, vous avez fait un livre intitulé L'Égypte des pharaons. Là, ça n'a rien à voir, si je me permets de le dire. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée même de déjà d'écrire, mais en même temps d'écrire un livre sur l'Égypte? Très bien, c'est une question qui est parfaitement légitime, comme toutes les questions de toute façon. Alors c'est vrai que j'ai écrit, comme tout universitaire, on est payé pour, des tas de livres destinés à des publics universitaires, étudiants, autres collègues, etc. Mais déjà depuis longtemps, je faisais des petites publications sur des sujets qui me tenaient à cœur. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que je viens de prendre ma retraite d'universitaire. La troisième raison, c'est que j'ai fait une chute en me fracturant gravement la cheville et je me suis trouvé immobilisé. Il fallait bien que je m'occupe. Et comme je ramenais un stock de photos, la quatrième raison, c'est que je suis aussi photographe. Je ramenais un stock de photos d'un premier voyage dans votre pays, assez long d'ailleurs, plus de 10 jours à sillonner la Haute-Égypte avec d'excellents guides, des centaines de photos. J'avais déjà fait des livres sur d'autres sujets interactifs et je me suis dit, c'est tellement extraordinaire qu'il faut que je fasse ce livre. Donc qui n'a rien à voir avec ma production classique universitaire qui n'intéressera sûrement pas grand monde ici. Mais ce livre, au fond, c'est pour essayer de montrer que dans le contexte actuel, qui est difficile pour vous, pour le tourisme je crois, l'Égypte restera et devrait être un pays extraordinaire à visiter. C'est le berceau de la plus longue civilisation que la Terre ait portée, on va sûrement en parler. Et c'est aussi un petit peu dans cet esprit-là que je l'ai fait. C'est à la fois pour m'amuser, il faut dire, parce que c'est un livre interactif avec beaucoup de photos, de la vidéo, dans un format très nouveau, mais aussi pour essayer de contribuer modestement. Je ne suis pas égyptologue, absolument pas. Hein. Je ne suis pas historien, je suis professeur d'université, mais pas en histoire, mais pour essayer de contribuer à ma façon à un renouveau, peut-être, donner envie. En fait, l'idée, je crois, c'est qu'il faut redonner envie aux gens de venir en Égypte. Bon, bien entendu, nous apprécions beaucoup cette initiative de votre part. Mais pour le lecteur, comment est-ce que le lecteur pourrait être sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas égyptologue, donc comment le lecteur peut être assuré que les informations qu'il lit sont correctes? Bien sûr. Déjà parce que j'y ai passé beaucoup de temps. En fait, j'ai pris ça comme un vrai travail. Non, je ne parle pas de vous, de votre livre en particulier. Moi, je parle en général des livres qui sont publiés, des livres interactifs. Comment le lecteur peut vraiment être sûr que là, il n'est pas erroné? D'accord. Alors là, c'est un problème beaucoup plus général que vous parlez, mais qui est absolument passionnant. C'est au fond, quel est le rôle d'un éditeur? C'est un petit peu ça derrière. Bon, je ne veux peut-être pas être trop long là-dessus. Alors, c'est vrai. On a la voie traditionnelle qui est de passer par un éditeur qui en principe va se porter caution, donner la garantie du contenu. En tant qu'universitaire, je vous dirais que ça c'est une vue de l'esprit. Il y a beaucoup de livres qui sortent chez les éditeurs et qui ne sont pas pour autant, qui ne présentent pas toutes les garanties scientifiques, toutes les qualités de véracité, vous journalistes, de croiser un certain nombre de faits, d'informations, etc. Ça c'est classique dans l'édition. Maintenant, qu'est-ce qui permet au lecteur de se faire sa propre opinion? On va dire tout simplement, il y a un peu d'interactivité, donc on peut toujours réagir. Les réseaux sociaux permettent de donner leur avis. Les livres, quand ils sont vendus sur des plateformes importantes, moi c'est sur la plateforme Apple, pour des raisons qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, on peut donner son avis. Si on n'est pas d'accord, je ne peux pas retirer l'avis, je peux juste répondre. Donc si quelqu'un veut me remettre en cause, souligner mes erreurs, mes manques,
mes approximations, c'est très facile. Donc, si vous voulez, je crois aussi qu'on est dans une période de l'édition où il faut laisser cette liberté, cette disponibilité pour que des contenus puissent être sans avoir forcément une censure préalable. Je crois qu'il faut laisser au public la possibilité de réagir dessus, à condition qu'il y ait les garde-fous nécessaires, c'est-à-dire que les sites où on donne des avis soient contrôlés, que ce ne soient pas des avis d'amis, de comparses, ou des avis d'ennemis qui vont démolir ce que vous avez fait. Je pense que c'est aujourd'hui parfaitement possible. Et pour moi-même travailler en termes, là, je reprends une seconde ma casquette de prof en communication, les réseaux sociaux sont capables d'apporter une relative transparence dont il faut aussi se méfier, parce que si cette transparence devient à nouveau un masque pour qu'on projette encore mieux ces petites idées personnelles, ces idées préconçues, ces fantasmes ou autres, ça replonge. Mais je crois sincèrement qu'on peut avoir la capacité de toucher beaucoup plus facilement les gens. Dernier avantage, c'est que c'est pas cher. Le livre digital devrait être à un tarif très très bas par rapport au livre imprimé. Moi, j'ai sorti une douzaine de livres imprimés chez des éditeurs. Je vais vous faire une confidence. On n'en parlera pas là. J'ai réédité moi-même un de mes livres, édité chez un de mes éditeurs, qui tardait à le rééditer. C'était pour les étudiants, pour l'art et la manière de faire un bon mémoire de recherche, vous voyez, sur un sujet. Bon. Et donc, je l'ai réédité moi-même, parce que l'éditeur tardait, donc je l'ai fait. Et je crois beaucoup aux réseaux sociaux pour ça, qui peuvent contrebalancer partiellement les avis. Ceci dit, on n'empêchera pas quelqu'un de dire les pires bêtises sur le net. Alors ce livre, de quoi il s'agit? C'est-à-dire quel est le contenu de ce livre? Est-ce qu'il y a, vous avez dit que c'est pas l'histoire, si j'ai bien compris, c'est pas l'égyptologie. Qu'est-ce qui va m'intéresser à lire dans ce livre? Alors déjà, si vous voulez bien, moi je me suis mis dans une démarche qui est la mienne de communication, quand même. Donc là-dessus, le naturel de 43 années de carrière universitaire derrière moi est toujours un peu présent quand même. Bon. Et donc, la cible pour moi, c'était essentiellement les touristes qui s'apprêtent à venir en Égypte, hésitent à revenir. Ceux qui sont venus, qui n'ont pas ramené des bonnes photos, qui n'ont pas ramené tous les éléments, ceux qui ont été perdus dans les explications très intéressantes, mais parfois très denses, des guides, ceux qui n'ont pas un bon accès à l'information, qui voudraient se remémorer leur séjour, préparer un nouveau séjour éventuellement. C'était ça ma cible. Et j'ai raisonné à partir de cette cible en me disant de quoi ces gens-là auraient-ils besoin. Vous voyez, c'est comme ça que je suis parti. Ce qui fait que d'un coup, ça m'a autorisé à faire un livre sans être égyptologue ni historien. Parce que je sais très bien, et d'ailleurs dans mon ouvrage, il y a une bibliographie à la fin, où je rends hommage à des grands prédécesseurs, égyptologues, bien sûr, qui ont fait un travail absolument considérable et dont je me suis moi-même servi. Ayant déterminé cette cible, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Tout simplement, on va dire, un panorama photographique. Ça commence par des photos. Il y a presque 500 photos. De toute l'Égypte. Sur toute la, on va dire l'Égypte des pharaons. Donc on commence, en fait, j'ai voulu commencer le livre. On arrive à Alexandrie parce que c'est par là qu'on débarque et c'est une très jolie ville. Et puis ensuite, bien sûr, Gizeh, Saqqara, etc., toute la Haute-Égypte jusqu'à Abou Simbel. Donc beaucoup de photos, de la vidéo. Il y a un passage en montgolfière au-dessus de la vallée des rois, le temple de Hatshepsut. J'ai eu une lumière absolument merveilleuse. Donc là, il y a de la vidéo dans le livre. Il y a surtout, en plus, le petit plus, c'est qu'il y a des conseils photographiques. Il y a, ça m'a demandé des heures de travail, une généalogie des dynasties, parce que le touriste s'y perd. On privilégie la 18e, la 19e dynastie, parfois la 3e, la 6e, mais bon. Et donc moi, je me suis tapé un travail que peu de gens font, personne n'avait fait, le nombre d'années précises, donc je peux vous dire, c'est pratique, quoi, telle dynastie, tant d'années, etc., ce qui permet de comparer avec nos périodes historiques en Europe, par exemple. Ça, je crois que c'est un élément supplémentaire. Un chapitre qui en a beaucoup de travail, celui sur lequel j'attends des retours des lecteurs. Pour l'instant, j'ai plutôt des retours favorables et positifs pour me dire c'est très bien ce que vous avez fait, mais j'attends les critiques. Et s'il y a des gens qui veulent me critiquer, je les accepte volontiers. J'en profite pour dire que quand les critiques sont importantes et fortes, l'avantage d'un livre interactif, c'est que je peux le mettre à jour et les acheteurs reçoivent comme une application, une mise à jour gratuite. Très bien. Vous n'êtes pas content, je me suis trompé sur telle dynastie, je vous remercie, merci monsieur, merci madame, je corrige. Et quelques temps après, vous recevez une mise à jour gratuite
avec ce que vous avez suggéré. Puis peut-être parfois les remerciements pour dire c'est grâce à monsieur ou à madame que j'ai pu faire cette petite modification. Donc il y a tout ça dans ce livre. Il y a aussi ce chapitre sur la vie après la vie, la mort donc, les différentes acceptions de l'âme ou de ce qu'on peut appeler âme. Ça va demander un énorme travail. J'ai essayé de le visualiser. Alors là aussi, il y a un regard universitaire là-dessus. Pas d'un historien, mais un regard universitaire. D'un point de vue pharaonique ou bien un point de vue... d'un point de vue pharaonique. D'un point de vue pharaonique. Et puis, alors, il y a peut-être des choses qui vous touchent plus. Il y a un certain nombre de considérations sur le tourisme, à la fois ce qui va bien, ce qui va un peu moins bien, ce qui pourrait peut-être aller un petit peu. J'ai essayé de m'adresser à la fois aux touristes pour les rendre plus exigeants, parce que plus on a des lecteurs, vous le disiez vous-même, exigeants, ou des clients exigeants, meilleur on sera. Et puis aussi aux autorités qui régentent le tourisme en Égypte pour leur permettre peut-être de prendre conscience. Et les critiques que j'ai pu faire sont les critiques d'amis. C'est mon deuxième séjour de longue durée ici, et il y a un deuxième ouvrage qui sera consacré plutôt à l'Égypte contemporaine. Pour bien séparer les deux aspects, mais je peux déjà annoncer que dans l'édition actuelle, il y aura au moins 3 chapitres de plus, parce que j'ai visité encore des merveilles supplémentaires. Et là, les gens auront gratuitement. Vous voyez, c'est l'avantage du numérique. C'est cette interactivité qui permet de mettre très facilement à jour, faire des corrections quand il y a lieu. Mais du moment que ce livre, dans ce livre, on trouve un petit peu des conseils aux autorités ou pour ceux qui travaillent dans le domaine du tourisme en Égypte. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont accès à votre livre? Et s'ils n'ont pas accès à votre livre, du moment que vous êtes en Égypte, pourquoi ne pas essayer de rencontrer les autorités ou au moins leur envoyer une copie de ce livre pour que cet avis circule? Merci beaucoup. La suggestion, je l'entends si bien que je peux vous dire que cet après-midi, je fais une lecture, conférence auprès de l'association des guides. Il y aura des représentants du ministère du Tourisme. C'est parfait. Parce que, si vous voulez, j'ai préféré, puisque je savais depuis quelque temps que je venais en Égypte, j'ai préféré attendre de rencontrer les gens, de leur expliquer, plutôt que d'envoyer, comme on le fait, un dossier de presse qui se serait certainement perdu parmi des dizaines d'autres. Là, ce soir, je vais voir les gens et je compte bien avoir un dialogue avec eux sur ces suggestions. Ce sont plus des suggestions. Je ne me permettrai pas de faire des critiques, mais il se trouve que j'ai la chance de beaucoup voyager. J'ai la chance, étant photographe depuis toujours, d'avoir l'œil photographique, de voir des choses que les gens ne voient pas spontanément. Et grâce à ça, ça me permet d'attirer l'attention sur des points que d'autres ne verraient peut-être pas si bien. Et donc, par là même, contribuer à améliorer un petit peu ce qui ne va pas bien. À la fois, l'image, c'est pour les pays européens, d'autres aussi, et puis ce qui ne va pas bien ici également, par exemple. Il y a un certain nombre de suggestions à faire. Oui. À part le manque d'assez de toilettes sur les sites touristiques. Alors, il y a plein d'autres problèmes, c'est vrai. En plus, à Abu Simbel, c'est catastrophique, mais ça va mieux. Je vous rassure, je ne sais pas si vous avez visité Abu Simbel. Il n'y a pas longtemps, mais ça va mieux. Sur le plan, ça va mieux parce que ça ne fonctionne pas depuis 5 années. Ah oui, c'est vrai. C'est resté intact. Voilà, c'est ça. Par contre, tant que c'est dans son œuvre, c'est parfait. Vous êtes là au Caire. Le Caire est très connu par la civilisation islamique. Il y a tout un quartier magnifique au centre du Caire, c'est le vieux Caire. Est-ce que vous comptez faire quelque chose, un ouvrage sur cette époque vraiment avec des photos? Et je vous conseille, si vous n'avez pas encore fait, je suis sûr que vous l'avez fait. Tout à fait. Parfait, vous devez lire dans mes pensées, vous aussi, sûrement, parce que effectivement, j'ai un deuxième ouvrage qui est en préparation. Alors du matériau photo, j'ai énormément de photos. Grâce à Ismaël Ahmed, j'ai pu entrer dans les mosquées. En fait, j'avais passé commande. Il faut dire que j'ai la chance de bénéficier d'une organisatrice de voyage exceptionnelle qui fait le voyage vraiment sur mesure en fonction des demandes des gens. Donc, comme je ne voulais pas être avec le tour opérateur, c'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas ça. Ça m'est arrivé de prendre des tours opérateurs et d'être dans un autocar avec d'autres touristes. Voilà, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, ça dépend déjà
des âges de sa vie, des moyens qu'on peut y consacrer, de l'éloignement du pays, de l'état de ses devises. Enfin bon, il se trouve que là, j'ai eu la chance de pouvoir faire un voyage complètement sur mesure et de demander ce que je voulais, en ayant lu auparavant, bien sûr, en m'étant renseigné, en ayant quelques petites idées sur ce que je voulais voir. J'avais une demande précise, c'est que je voulais apprendre à différencier l'architecture des mosquées. Moi, j'avais cette entrée-là, vous voyez, parce que j'ai déjà beaucoup travaillé. Ça fait partie de mes activités annexes, indépendamment de l'enseignement de la communication, sur l'habitat rural dans toute l'Europe. J'ai monté des expositions sur l'habitat rural, que je sais bien différencier, les techniques de construction, leur pérennité, leur ressemblance d'un pays à un autre. Et donc je voulais apprendre à différencier les mosquées du Caire. Et ça, mission accomplie. Des différentes époques, bien sûr. Absolument. Les Omeyyades, absolument. Voilà, jusqu'aux Ottomans. Et un des guides intermédiaires qu'on a eu à un moment, parce que notre guide n'était pas disponible, il m'a demandé, mais qu'est-ce que vous avez vu comme mosquée? Je lui ai montré la liste, parce que j'ai aussi un site web qui, lui, est d'accès gratuit, contrairement au livre, qui n'est pas vendu très cher, mais bon, et qui reprend une partie des photos, pas du contenu. Le contenu, le texte est beaucoup plus riche dans le livre. Mon site, c'est un site photo, donc il y a les légendes, là où c'est pris, mais pas plus. Bon. Et donc il m'a dit, eh ben, avec ça, vous connaissez pratiquement tout. Donc j'ai à peu près une dizaine de mosquées importantes, donc je ne les ai pas toutes, mais celles qui vont montrer tout ça, donc je l'ai, bien sûr. J'ai aussi beaucoup de scènes de rue. Ça, j'en ai énormément. Des scènes de regard, ce qu'on appelle street photographie, pardon, sur une télévision francophone, de le dire, enfin voilà, photographie de rue. Et donc, ça aussi, je compte le mettre dans l'ouvrage. Mais là, ça sera plus un regard photographique, un regard extérieur sur un mode de vie actuel qu'un ouvrage savant, auquel je renverrai aussi, sur l'architecture de ces différentes mosquées, parce que je n'en ai pas les compétences, bien sûr. Mais ce sera vraiment un regard, puis toujours pareil, on pourra apprendre aux gens à aller voir ces choses-là, à repérer des différences qu'on ne remarque pas au premier coup d'œil. Toujours une approche photographique. Si on retourne à l'Égypte, oui. Et à l'importance de l'Égypte pour la France et les Français, l'Égypte, elle occupe une place assez importante au niveau des études aussi, commençons par le lycée. Absolument. Alors, pour la France, bien sûr, moi j'y suis très très attaché. On va dire, l'enseignement accorde une part relativement importante à l'Égypte. Alors, en fonction des réformes de l'éducation nationale dans notre pays, moi je suis d'une génération à l'école primaire, c'était extraordinaire d'ailleurs parce que ça faisait rêver. Et puis souvent, vous en refaisez une petite couche au collège, de la 6e à la 3e jusqu'à 15-16 ans, et selon les options qu'on prenait pour la poursuite des études, on pouvait le refaire en une 3e fois. Ça a été un petit peu changé, on ne va pas s'y attarder. L'Égypte a, je pense, une place, mais je trouve, là, je fais presque le reproche à ce qu'on m'a appris quand j'étais élève, on n'accorde pas une place assez importante à l'Égypte. J'ai appris quand même qu'une bonne partie de l'architecture, mais aussi de l'écriture grecque ou gréco-latine, avait quand même pas mal de choses dont elle était redevable aux Égyptiens. Et ça, on ne me l'avait jamais appris. Parce que dans l'enseignement, vous savez, on sépare les choses. Il y a les Égyptiens, pof, il y a les Grecs, il y a les Romains, et alors que non. On sait bien ici, on l'observe dans les temples. On voit des zones de transition, les feuilles d'acanthe qui apparaissent, tiens, la forme des ventres qui ne sont pas les mêmes. Voilà, plein de choses qu'un œil photographique peut repérer et que peut-être l'éducation en France devrait prendre plus en compte dans une sorte de grande histoire des civilisations pour montrer au fond qu'il y a une forme de pensée qui est certainement née quelque part au moment, enfin, à la fin du néolithique et dans toute la proto-histoire égyptienne, où une représentation du monde, des techniques architecturales et tout ce qui va avec sont nés, et je pense que là, ça, on devrait mieux le dire et peut-être mieux le développer dans ce qui suit, dans les activités touristiques par exemple. Mais il y a un manque, ça je le ressens. Non, mais là j'ai parlé surtout de l'égyptomanie, c'est-à-dire les Français sont très attirés par l'Égypte. Oui. Alors après, là, j'en parlais au plan de l'étude des civilisations, la réflexion, savoir d'où on vient, les interrogations métaphysiques. Hein. Cette histoire de l'âme égyptienne, j'ai pas encore compris, hein, pourtant j'en ai lu. Les lignes extraordinaires, entre autres de Christiane Desroches-Noblecourt, bien sûr, hein, ou de Christian Leblanc qui lui a succédé. Bon. Mais quant à l'égyptomanie, l'égyptomania, alors, on va dire c'est à la fois sympathique,
Bon, c'est bien parce qu'on parle de l'Égypte, il y a des romans d'un grand romancier français, Christian Jacques, pour ne pas le nommer bien sûr. Il y a des bijoux égyptiens, des décorations égyptiennes. Je tiens ça pour quand même relativement superficiel. Ça ne va pas très 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 loin, ça ne pose pas de questions, ça ne pose pas... Moi j'essaie dans mon modeste livre là, de poser quand même quelques questions un peu sérieuses sur le sens de la vie, la mort, etc. Bon, c'est pas parce qu'on porte des bijoux réputés égyptiens ou qu'on s'inspire de je ne sais quelle coutume que pour autant on a, je pense, compris finement, et qui peut comprendre d'ailleurs, parce que quand on voit la prudence des grands égyptologues, quand tu as interprété des croyances et des rites qui ont quelques milliers d'années, bon, moi ce que j'y vois plutôt, c'est peut-être des choses pas trop dites, et si j'étais dans l'égyptomanie ou l'égyptophilie, ça serait pour dire au fond, il y a peut-être des formes de gouvernement très originales. J'essaye de le dire dans ce livre, ça j'ai vu nulle part. Mais peut-être, bon, je n'ai pas tout lu. Une chose intéressante quand même, le pharaon avait énormément de femmes. Parfois même ses filles. Bon, alors que la vie coutumière des Égyptiens, on était plutôt dans une relative monogamie. Pourquoi? Alors on peut dire c'est une coutume. Bah oui, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans, au fond, une réflexion sur l'art et la manière de transmettre le pouvoir? Parce que je le développe un tout petit peu, je vais très bref, c'est pour essayer de montrer que mon livre, c'est pas que des photos. C'est-à-dire que si le pharaon, qui est donc le dieu sur Terre, si le pharaon avait épousé plusieurs femmes et avait plusieurs enfants, ensuite, quand il en avait des dizaines, il pouvait facilement choisir, sans qu'on connaisse exactement sa filiation. Dans les dynasties qu'on a connues dans tous les autres pays, on a une ligne directe et unique, à la fois avec tous les risques qu'on peut connaître, bien sûr, mais aussi avec l'impossibilité pour celui qui était en situation de pouvoir de se choisir un héritier. Généralement, c'était le fils aîné, et personne d'autre. Le pharaon choisissait. Et je me suis dit, ici derrière, il n'y avait pas une réflexion pour se dire que le pharaon essayait de prendre le meilleur parmi les meilleurs. C'est peut-être une des modestes, toutes petites explications qui explique cette survivance incroyable pendant des milliers d'années de rites, alors que d'autres civilisations, qui sont tout à fait respectables, ont duré beaucoup moins longtemps. 2000 ans pour les plus longs, 2500, 2600 ans. Là, on est presque le double. Vous voyez, donc, l'égyptomanie, pour moi, ça serait un petit peu plus... cette affaire-là, bon, ceci dit, porter des bijoux égyptiens, un maquillage égyptien, pardon, j'en ai pas. Mais voilà. Mais là, vous vous adressez à l'élite, quand même, ou à des gens d'un niveau d'instruction assez important, quand même. Oui, peut-être un petit peu, je le reconnais, mais vous savez, étant enseignant, moi, j'ai toujours considéré qu'il faut offrir le maximum aux gens, jamais aller trop bas. Quitte à leur dire, je disais à mes étudiants, attention les amis, là, ça va être dur, hein, mais je pense qu'il vaut mieux élever les gens. Vous savez, je suis là-dessus, alors, tout à fait français, sur une télévision francophone, on peut le dire. Ma référence absolue, pour moi, c'est Victor Hugo. On peut sortir de son milieu, de son monde, par l'éducation. On peut s'améliorer, on peut s'amender. Hein, bah, vous voyez, c'est ça, donc... même si c'est un peu pour l'élite, je considère que ceux qui ne sont pas l'élite, ils n'ont pas le droit d'avoir ce message, quoi. Bon, alors après, ils le prennent ou ils ne le prennent pas, c'est leur liberté. Bon, je reprends l'idée du tourisme en Égypte, ou bien du retour des touristes. Oui. Là, si je parle, par exemple, c'est durant une visite de moi, c'est-à-dire ma visite en France, il y a à peu près 10 ans. Oui. Même si je prenais un taxi, le chauffeur de taxi parlait de l'Égypte, en apprenant que je suis égyptien, bien sûr. Et il avait une idée de ce qu'est l'Égypte, l'histoire, etc. Les pubs pour venir visiter l'Égypte, etc., c'était partout. L'année dernière, ce n'était pas le cas. Est-ce que, je tire une petite partie de la question de Nelmine, est-ce qu'aujourd'hui, à l'école, on n'enseigne pas l'Égypte comme à l'époque? Ça, c'est une première. Et deuxièmement, est-ce que les gens ne s'intéressent plus? C'est plus à la mode. Parce qu'à un moment donné, c'était la mode de venir visiter l'Égypte. Quel est comment on dit, le tempérament français vis-à-vis de l'Égypte? Bon, je réfléchis quelques secondes parce que c'est passionnant et ça va être un petit peu difficile et même un petit peu risqué. Bon, alors, on va dire, déjà, pour l'école, c'est vrai que la part des enseignements, on va dire, très structurés a beaucoup baissé chez nous. Quand on avait un programme, l'Égypte était obligatoire, tant d'heures, on disait aux primaires, etc. Aujourd'hui, les enseignants travaillent par thème, et selon les écoles, les enseignants, ils vont passer parfois du temps sur l'Égypte, si ça les intéresse, mais l'école à côté, on n'en passera presque pas. Donc on a
on a une base, on va dire, beaucoup plus faible qu'autrefois. Ça, c'est une première explication qui tient, on va dire... Pardon, il nous manque une minute. D'accord, il faut aller vite. Donc, après, la deuxième explication sur le goût des Français, alors, on va dire qu'il y a un problème des médias dans les pays occidentaux, mais surtout en France. On rencontre à l'excès, on va dire, des problèmes politiques, les attentats, pour dire ça comme ça, et pas faire la langue de bois qu'il y a dans votre pays. Et les Français, mes compatriotes, sont froussards. C'est aussi ce qui m'a donné l'envie de faire ce livre. C'est de dire, mais arrêtez de dire que vous avez peur. Prenez les accidents de la route, les accidents domestiques en France, ça fait un peu plus de morts. Bon. Et puis alors, il y a une autre raison qui est plus diffuse, et là c'est dans le corps social, c'est que les Français en général ont une image, pardon de le dire, mais je pense qu'il vaut mieux le dire, une image pas très positive du régime politique actuel, que nous considérons, à mes yeux, à tort, comme un pouvoir dictatorial, qui s'est imposé par la force, sans tenir compte des élections, etc. Et personnellement, c'est aussi pour aller un petit peu contre cette idée. Beaucoup de mes amis français ont tendance à dire oui, mais l'Égypte, c'est pas bien, on a brisé le printemps arabe, et ça serait toute une interrogation qu'on n'a pas le temps de tenir ici, sur la démocratie, sur le choix, etc. Et je considère, moi, que ce qui compte dans un pays pour son développement, c'est avant tout la stabilité, le calme, l'optimisme aussi, et je souhaite à l'Égypte qu'elle retrouve cette stabilité. Et comme je le disais, pour conclure, je crois qu'il faut qu'on redonne, nous Français, nous redonnions envie de venir en Égypte, ne plus avoir peur, et puis avoir envie de découvrir ce pays, et ne pas tenir compte de je ne sais quel événement. Juste un mot sur ce que vous venez de dire, parce que c'est quand même très important. Je pense que la situation actuelle en Égypte, la conférence qui vient de se tenir à Sharm el-Sheikh avec la jeunesse égyptienne, avec le président pendant 3 jours, tout ça, ça reflète la volonté du peuple égyptien. C'est très important qu'on éclaircisse que l'Égypte ne voulait pas prendre la voie des frères musulmans, du moins la majorité. Et ce président, on l'apprécie beaucoup puisqu'il a pu nous débarrasser de ce régime dont on ne voulait... L'Égypte n'a jamais été et ne sera jamais gouvernée par les frères musulmans. Et c'est exactement. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la volonté pure et dure de tous les Égyptiens. Donc, ce serait important de passer ce message c'est aussi pourquoi j'ai voulu faire ce livre, pour le deuxième livre, le lire encore plus. Parce qu'en France, on a cet état d'esprit un peu désagréable de dire oui, mais c'est pas bien. On a cassé les printemps arabes parce qu'on ne connaît rien de l'Égypte. On se satisfait d'un traitement médiatique superficiel et en plus on va dans un mode de pensée qui consiste à dire qu'après tout il faut laisser... Et vous savez, juste un dernier mot, si les frères musulmans étaient restés au pouvoir en Égypte, aucun touriste français n'aurait mis les pieds en Égypte. Voilà. Ça c'est... on peut vous le garantir. Il faut le dire et le redire, absolument. Jean-Luc Michel, vous êtes professeur d'université en sciences et de la communication. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations déjà, éclaircissements et puis cet enthousiasme pour le retour du tourisme en Égypte et même pour l'Égypte. Je vous remercie aussi infiniment. Merci à vous de m'avoir accueilli et j'espère contribuer un tout petit peu à ce renouveau qui est indispensable pour un merveilleux pays. On vous conseille donc de lire ce livre, surtout pour ceux qui travaillent dans le tourisme en Égypte. C'est très important de connaître la vie des touristes français, des étrangers qui viennent visiter l'Égypte sur nos pratiques. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. Au revoir.